Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. On reste en Angola autour de ses pairs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir que pour la République démocratique du Congo, les corridors de Lobito représentent une opportunité stratégique pour valoriser les ressources naturelles. On l'écoute au micro de nos confrères sur place. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Et puis peut-être vous vous posez la question sur le corridor sud. Oscar Mbal nous présente, dans ce reportage que vous allez suivre, la cartographie. Les corridors de Lobito, c'est cette ancienne route coloniale permettant d'évacuer les minéraux de la République démocratique du Congo vers l'océan Atlantique. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, pour ne citer que cela,
sont intéressés par ces projets intégrateurs au regard du flux des échanges commerciaux entre le pays de la région pour le transport des ressources stratégiques jusqu'au port de l'océan Indien. Mais la brouille diplomatique entre Kinshasa et Kigali à travers la guerre d'agression contrarie la mise en œuvre de ce projet, estiment certains observateurs. Les grandes puissances souhaiteraient développer au plus tôt ces grands projets de coopération économique régionale, à savoir les corridors de Lobito. Ces corridors, notons-le, reliés sur une distance de 1300 km les régions du sud de la République démocratique du Congo et du nord-ouest de la Zambie au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Cette liaison permettait ainsi d'exporter par chemin de fer les gisements miniers de l'espace Grand Katanga, souvent qualifiés de scandales géologiques, via la côte ouest de l'Afrique, au lieu de se diriger exclusivement vers les ports de l'océan Indien. Et puis de retour en Angola, le président de la République, un grand sportif, a assisté au quart de finale entre la RDC et Égypte, le match qui s'est soldé par un score de 23-22. La RDC est donc éliminée de cette compétition. Pierre Kibambeso Moïsa était dans la suite du chef de l'État. La République démocratique du Congo organise la 26e édition de la Coupe africaine des nations de handball senior dames. Une grande première pour le pays dans le cadre de différentes compétitions, toutes disciplines sportives confondues. Sur l'aire de jeu du gymnase du stade de Martyr, érigé selon les normes sportives internationales et en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a suivi la rencontre du haut de la tribune, la République démocratique du Congo était aux prises avec l'Égypte au cours d'un match qui comptait pour la 6e journée de quart de finale de la CAN Senior Dame RDC 2024. Au terme d'une partie très disputée, l'équipe nationale féminine de handball d'Égypte a eu raison des dames de la RDC sur les scores étriqués de 23-22. Comme à l'accoutumée, le premier sportif de la RDC est descendu dans les vestiaires pour encourager les deux équipes. D'abord, les gagnantes d'Égypte à qui il a souhaité le bon parcours dans la compétition. Ensuite, le chef de l'État est allé encourager les léopards dames qui n'ont pas démérité. Et il leur a recommandé de maintenir le cap pour les prochaines compétitions. Et la prochaine fois, je suis convaincu que ce soit à l'étranger ou ici, vous ferez mieux. Maintenant, vous devez relativiser ça. Retenir les leçons d'aujourd'hui, des erreurs d'aujourd'hui, pour les corriger demain. Donc il ne faut pas vous laisser abattre. Séchez vos larmes, soyez fiers de vous, levez les fronts et regardez tout ce peuple qui vous a soutenu avec le sentiment d'avoir fait votre devoir. D'accord? Allez, courage. Bravo à vous. On change de chapitre pour parler enseignement, l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, voulant à tout prix atteindre un niveau de qualité selon le standard international. La ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Safi Sombo, a lancé les assises de réforme. Sandra Nyangui et Jen Balaka ont signé ce reportage. Pendant 3 jours, ces représentants des différentes universités, tant publiques que privées, vont renforcer leurs capacités techniques d'enseignement afin d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Cet atelier, rendu possible par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, a été lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Marie-Thérèse Sombo a appelé les participants à capitaliser ces instants pour apporter un plus-value dans le secteur éducatif actuel en République démocratique du Congo. Je salue donc la tenue de cet atelier qui rejoint ma détermination à porter haut l'étendard de ce ministère qui consiste à améliorer la qualité de toutes les activités de formation, de recherche et de service à la communauté. Ces assises, organisées par l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en collaboration avec d'autres partenaires, vont aussi se pencher sur les questions d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans chaque université et institut supérieur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la gouvernance universitaire. En RDC, il y a autant d'universités
il faudrait que ces universités aussi puissent s'améliorer en termes de qualité. Et donc nous accompagnons le ministère pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et ses partenaires veulent remonter la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Merci à Sandra Nyangui. De l'autre côté, le ministre du Tourisme a évoqué avec une délégation de Nova, c'est une plateforme qui fait la promotion de la route de la soie. De quoi ont-ils parlé? Réponse dans ce reportage avec notre confrère Jacques Kabobois. C'est pour impulser une nouvelle dynamique de coopération et explorer de nouvelles opportunités économiques en République démocratique du Congo et en République populaire de Chine que la délégation de la plateforme Nova International est venue rencontrer le ministre congolais du Tourisme Didier Mpambia. Avec son partenaire Advantage Group, dirigé par Nathalie Kamanga, Nova International envisage de travailler avec le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs porteurs de croissance économique. On est venu à Congo et on est vraiment précis par rapport à elle. On a rencontré Excellence ministre. On a vu il y a beaucoup de possibilités dans le tourisme, on peut participer. C'est un pays vraiment dans le tourisme, il y a beaucoup d'opportunités. Bon, dans d'autres domaines aussi. Bien sûr, dans l'agriculture, immobilier, construction et tous les différents domaines. Nouvellement installée en République démocratique du Congo, Nova International est une plateforme qui regroupe des milliers d'associations de petites et moyennes entreprises et de chefs d'entreprise chinois. Elle fait la promotion de la route de la soie et voudrait donc faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Conversation avec le ministre et je suis là avec les investisseurs chinois du groupe Nova International qui est une plateforme qui fait la promotion de la route de la soie et il travaille aussi la promotion du gouvernement de travailler avec les investisseurs ainsi que les opérateurs économiques. Voilà, ils sont là, ils sont implantés ici maintenant à Kinshasa pour pouvoir donner des opportunités aux petites et moyennes entreprises et pourquoi pas travailler avec le gouvernement. Voilà. Cette rencontre avec le ministre Didier Mpambia s'est clôturée par une photo de famille et une visite des stands installés à l'occasion de la semaine congolaise du tourisme qui s'y tient à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis on change le chapitre pour parler finances avec de bonnes nouvelles pour la DGRAD qui fait un dépassement sur les assignations mensuelles à la clôture du mois de novembre. 113% de recettes ont été atteints. Gaëtan Magalano. La clôture provisoire à la DGRAD au 30 novembre 2024 affiche un total impressionnant de 415,349 milliards de francs congolais équivalent à 113% de l'objectif initial. Lors de sa prise de fonction, Étienne Tshoudi Lutula avait clairement affirmé sa volonté de lutter fermement contre les antivaleurs, notamment la corruption et les détournements de deniers publics. Fidèle à ses engagements, il a instauré une discipline stricte au sein de la DGRAD, favorisant une mobilisation accrue de recettes. Cette approche intraitable a permis de restaurer la confiance de l'administration et de maximiser le revenu de l'État. Les résultats enregistrés par la DGRAD sous ses nouveaux leaderships renforcent la capacité du gouvernement congolais à financer ses politiques publiques. Grâce à cette mobilisation efficace, les moyens nécessaires sont mis à la disposition pour exécuter le plan d'action du gouvernement, répondant ainsi aux attentes de citoyens en matière de développement et de progrès. La réussite de la DGRAD en novembre n'est qu'un début. Selon de sources proches de l'administration, le nouveau directeur général reste fermement engagé à maintenir cette dynamique en mettant en œuvre de réformes axées sur l'efficacité, la transparence et la bonne gouvernance. Cette performance, au-delà de chiffres, reflète la capacité des institutions publiques congolaises à se transformer et à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'un État moderne et performant. Et puis, autre chose à présent, comment riposter et se reconstruire lorsqu'on a subi une violence faite à la femme. Ce thème a été développé lors de l'ouverture de la table ronde à Kinshasa, nous dit Chimène Dondo.
Les femmes juristes sont en atelier de formation de formateurs pour la mise en place de l'unité de monitoring en ce qui concerne les droits à la santé reproductive et sexuelle en lien avec le protocole de Maputo au sein de la juridiction et dans les différents offices de Kinshasa. Activité organisée par l'association de femmes juristes congolaises pendant 2 jours vise à outiller ses membres pour être capables d'assurer la surveillance de magistrats à mettre en pratique le protocole de Maputo sur le droit à l'avortement médicalisé dans certains cas bien déterminés tels le viol et l'inceste. La présidente nationale des AFGCO, Pélagie Ebeka, revient sur la quintessence de cette activité. Le protocole de Maputo apporte une exception aux articles 165, 166 et 178, alinéas 1er et 2 du Code pénal, qui criminalise l'avortement et autorise le droit à l'avortement. Mais malheureusement, les praticiens de droit, pour la plupart, les magistrats, les avocats, très peu, n'est-ce pas, sont informés de cela, alors qu'il y a même une circulaire du président du Conseil supérieur de la magistrature adressée aux chefs de juridiction et des offices par rapport à cela pour dire qu'il ne faut pas de poursuite contre une femme qui a procédé à un avortement médicalisé lorsqu'elle était enceinte d'une grossesse issue de viol ou d'inceste par exemple. Il est à quelques processus de formation initiés par AFGCO avait commencé à Mbanzangungu, au Congo central et à Kikwit, dans le Kwilu. On s'arrête un moment pour voir ce qu'a été la cérémonie de la revue annuelle en santé. Lancé officiellement par le ministre de la Santé publique, cet atelier de 3 jours de la revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité, à en croire le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, vise non seulement à étaler les prouesses enregistrées une année après, mais aussi à évaluer ce qui a été fait. Depuis son lancement, le 5 septembre 2023, par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ce programme symbolise notre volonté collective d'éliminer les barrières financières à l'accès aux soins, particulièrement pour les mères et les nouveau-nés. La tenue, je veux dire, de cette revue annuelle est une opportunité stratégique pour mesurer le progrès accompli au cours de cette première année, identifier les défis rencontrés et définir ensemble les orientations futures. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, est revenu sur les défis majeurs à relever tout en félicitant le Conseil national de la couverture santé universelle pour les efforts consentis. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins, mais aussi défis en termes de programme gouvernemental pour pouvoir imposer une ligne sociale à notre pays. Ouvert ce lundi 2 décembre 2024, cet atelier de la revue annuelle de la gratuité de la maternité fermera ses portes le mercredi décembre de cette année en cours. Cette revue annuelle nous amène à parler de l'environnement. L'entrepreneuriat écologique s'impose comme une solution clé pour un avenir durable en RDC. Les jeunes sont sensibilisés sur le rôle dans la préservation de l'environnement. Chimène Kamoka signe ce reportage. L'Université catholique du Congo a été le théâtre d'un échange inspirant sur l'entrepreneuriat écologique, un concept essentiel pour répondre aux défis environnementaux actuels. Devant un parterre d'étudiants motivés, des experts tels que Sonia Pembe et Damaris Kalenga ont partagé des idées novatrices sur l'impact de l'écologie dans l'économie. Lina Pembe Bologna, directrice générale de la franchise Yves Rocher en Afrique centrale, a lancé un appel vibrant à la jeunesse à s'investir dans ce domaine. Selon elle, les jeunes entrepreneurs visionnaires sont les moteurs d'une économie verte où innovation et durabilité vont de pair. Le mobile, c'est celui de sensibiliser la jeunesse. On doit absolument sensibiliser la jeunesse parce que des fois la jeunesse pense que c'est quelque chose de lointain. Et pourtant, la planète est en danger et la jeunesse doit être informée, les sensibiliser pour qu'ils empruntent le pas
de société écologique. Les étudiants, ils ont posé beaucoup de questions et ces questions-là, ça montre et ça prouve que les étudiants petit à petit commencent à comprendre les enjeux économiques mondiaux de ces jours. En s'engageant massivement, ces jeunes contribueront non seulement à leur propre développement, mais également à celui de toute la République démocratique du Congo en favorisant des solutions respectueuses de l'environnement et bénéfiques pour les générations futures. Et puis de l'autre côté, Rodé Panda nous informe que la République démocratique du Congo dispose désormais d'une politique forestière nationale. Ce document de référence a été produit après la contribution apportée par les organisations de la société civile. Dans le cadre du partenariat gouvernement congolais et CAFI et à la suite des États généraux de l'environnement convoqués en janvier 2024, suivant la loi cadre de 2022, il a été décidé de l'élaboration de la politique forestière nationale, après étude de diagnostic sectoriel avec comme finalité de mettre en lumière les besoins forestiers et les cadres institutionnels et opérationnels. Quelques innovations ont été intégrées dans ce document de la politique nationale pour la gestion des forêts par les organisations de la société civile. On a détaché la conservation aujourd'hui. La conservation évolue en direction. Le cadastre forestier était une division de la direction de la gestion forestière. Et aujourd'hui, le cadastre est une division. Ça évolue. La foresterie communautaire est élevée en direction. Les recommandations ont suivi. Recommandations. Ajouter et ou compléter certaines définitions importantes dans la clarification des termes et concepts clés. Intégrer le principe de la justice climatique au regard des enjeux actuels en termes de climat et biodiversité. Interdire l'exportation des grimes brutes pour encourager la transformation locale et permettre au secteur forestier de contribuer pleinement au développement national. Après enrichissement de ce document, la RDC dispose désormais de sa politique forestière nationale. On parle transport, mise au point du président du conseil d'administration de Congo Airways au sujet du fonctionnement de cette entreprise de l'État. Son président donne de précisions au micro de nos confrères de la RTNC. Je viens ici éclairer l'opinion de nos compatriotes sur le propos de M. Dubié Louéya, directeur général suspendu du Congo Airways, et s'est disculpé de la responsabilité entière, pleine, qu'il engage dans la vente de l'aéronef Q400. Pour rappel, Q400, un contrat avait été signé par les responsables du Congo Airways avant que nous accédions aux fonctions. Contrat signé avec Medavia, une société à Malte, pour entretenir l'avion. C'est en juillet 2023 que l'avion s'est envolé vers Malte. Le 25 septembre, après les travaux d'entretien, et on peut ajouter même des rénovations, la facture a été élevée à 2 millions et c'était suspendu parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange pour continuer les travaux. Au regard de cette situation, le conseil d'administration informé a demandé à M. Dubié de prendre toutes les dispositions utiles pour le paiement de cet argent, surtout que nous avions des fonds mis à notre disposition par les concours de la CNSS. Et la banque était disposée à donner ce montant. Et aussi, la banque ajoute, il faut présenter un document estimatif déterminant la durée approximative de la rénovation de l'avion pour qu'une fois pour toutes, nous sachions quand est-ce que l'avion sera opérationnel. Cette demande de la banque, je veux dire, est restée lettre morte.
ce n'est pas pour que des gens profitent de leurs fonctions pour venir s'emparer des richesses. Parce que les détails, surtout ces audits, les conclusions sont effroyables. À Mokouché pour voir l'inauguration d'un pont, un engagement du gouvernement de la République. Ce pont a été réhabilité par Manono. Dans le cadre du développement stratégique de l'industrie minière en RDC, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a effectué une visite officielle à Manono, dans la province du Tanganyika. Ce déplacement marque une étape clé dans le partenariat entre la RDC et Manono Lithium, un acteur majeur dans l'exploitation des ressources en lithium. Dès son arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par les communautés locales. Il a ensuite inauguré le pont Lukushi, réhabilité par Manono Lithium. Cette infrastructure facilite les échanges économiques et l'accès des populations locales aux services essentiels. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner Manono Lithium dans une exploitation responsable en harmonie avec les besoins de la communauté et les normes environnementales. Cette visite symbolise une avancée importante pour le développement minier et le partenariat entre la République démocratique du Congo et les investisseurs internationaux, avec Manono en voie de devenir un moteur de croissance pour la région et le pays. Bonne nouvelle pour le chef de quartier des rues de la commune de Kimbanseke. Ces chefs de quartier ont été sensibilisés sur la révision constitutionnelle en vue de la protection de l'intégrité territoriale du pays. Anastasie Dobo. L'idée de revisiter quelques articles de la révision de la Constitution n'entre pas dans la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de solliciter un troisième mandat. Il s'agit plutôt d'une précaution pour protéger et sauvegarder l'intégrité territoriale face aux ambitions expansionnistes de certains parmi nos voisins. C'est l'explication claire que le bourgmestre de Kimbanseke, Jean-Si Kanga, a livré au chef de quartier et des rues au cours d'une mission de sensibilisation. Dans le cadre de l'accompagnement aussi de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi dans le cadre de la sauvegarde de notre chère nation, nous avons l'obligation aussi de sensibiliser notre population en guise de ces changements de cette fameuse constitution avec ce qui se passe à l'Est. C'est dans ces cas, dans cet ordre d'idées qu'ils sont en train de faire ça pour profiter un jour, nous récupérer notre terre par les étrangers. Les chefs de quartier tels que nous sommes là, nous sommes administratifs. Les chefs de quartier n'ont jamais été à l'opposition. Nous sommes là, nous suivons des instructions au niveau du commune. Et puis, nous allons parler politique pour terminer ce journal avec l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui est en campagne pour la sensibilisation sur la Constitution. Le nombre continue de prendre la courbe ascendante. Plus de 600 combattants de l'UDPS ont signé cette pétition pour le changement constitutionnel. Ils sont tous des cellules Mamayemo 1 et Bionda de l'UDPS commune de Mongafula. Ces derniers appellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités pour doter les pays d'une nouvelle loi fondamentale. Nous devons modifier la Constitution, nous devons amender la Constitution de manière à ce que nous ayons un instrument de gestion valable. Vous savez que la Constitution qui était la nôtre, c'est une Constitution chiffon. Ce n'est pas une Constitution qui pouvait nous avancer. Une Constitution qui ne reconnaît pas le pouvoir du président de la République. Nous pensons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a raison de devoir changer de fusil d'épaule dans ce sens-là. Je reste convaincu que vos signatures respectives ont traduit cette volonté-là de suivre le pas du président de la République. Cette démarche citoyenne s'est faite autour de l'administrateur Pierre-Célestin Galalmouroumé Kapungi Moubengaï, cadre de l'UDPS. Merci à Christelle Louindoula qui a réalisé ce journal par le script et à toute l'équipe